Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Diasporama qui a choisi de faire sa rentrée avec beaucoup d'humour et d'esprit grâce à notre invité, Monsieur Smaïn Chertouk. Bonjour. Bonjour, ma chère Maya. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Chertouk. Vous êtes avec nous à partir de Paris. Vous êtes un homme aux multiples talents et expériences et facettes également. Vous êtes, on va dire, surtout et avant tout, au départ, physicien. Et nous allons voir ensemble que la physique mène à tout, hein, n'est-ce pas? Oui, Vous allez nous aider à bien répondre et à bien démontrer aux enfants réticents à cette discipline que la physique peut mener à tout et surtout à beaucoup, que l'esprit et la physique peuvent faire bon ménage, comme vous allez nous le montrer tout à l'heure. Alors, vous avez une carrière, donc je vais dire, multiples facettes. Vous avez été dans le conseil, dans de grands groupes de communication comme Publicis, où vous êtes occupé de célèbres marques comme le PMU, les Chocolat Lindt ou encore Porsche. Vous avez travaillé dans le digital, vous avez été en charge d'accompagner des grandes entreprises au sein du groupe Econocom, hein, donc leader dans le domaine digital. Et puis, vous avez su, bon, sans d'autres aspects que vous allez nous présenter. Et ce qui est intéressant, c'est allier ces connaissances scientifiques et numériques au spirituel, puisque vous avez œuvré également au sein de la Fondation Islam de France, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour tout ça, et aussi parce que vous êtes auteur de plusieurs livres, dont le dernier, L'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes. Alors, la France, tu l'aimes, mais tu la kiffes. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais alors vous venez avec l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes. C'est formidable et c'est un véritable hymne à l'amour du pays, à l'amour de l'Algérie. Ça n'est pas votre premier livre. Vous avez écrit un guide amusé de la rupture amoureuse, hein, mode d'emploi. oui, Comment se quitter avec classe et humour, ou encore iPhone à la folie, et puis néo-jolisme également. Vous aimez bien jouer avec les mots. Alors, oui. qu'est-ce que je n'ai pas dit, Ismaël Chertouk? Ah, vous êtes membre fondateur du collectif des aides, que nous aimons beaucoup dans le Diasporama parce que grâce à ce collectif, à vous et à sa présidente, Madame Djemila Zeraoui, eh ben, nous avons découvert une pépite d'Algériens, jeunes, moins jeunes, en France, qui sont formidables et formidablement positifs. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, Ismaël Chertouk? D'abord, je vous retourne cette déclaration d'amour parce que nous aimons beaucoup Diasporama et le travail Merci. que vous faites de valorisation de la diaspora, des membres de la diaspora et des actions de la diaspora. Donc, on se retrouve et très largement sur cela. Sinon, vous avez dit beaucoup de choses et l'essentiel, quelque chose qui part des sciences, mais depuis le début. Il y a vraiment une dualité chez moi. Les sciences et la littérature, les sciences et la création ont toujours fait bon ménage et ménage obligé, si j'ose dire. Ça veut dire, j'avais même Alors, cette... Je vous en prie. dites-nous, dites-nous une partie que je n'ai pas évoquée. Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Et qu'est-ce qui vous a amené à la physique d'abord? Alors, je suis né en Algérie en 69. Je suis né dans un petit village de Kabylie. C'est l'entrée de la petite Kabylie. Le village s'appelait Etiapia, à Sif el-Hammam. On est dans la région de Diakouren. Diakouren, c'est la région connue pour les singes sur la route. Voilà. Belle forêt, belle forêt. Exactement, très très belle forêt. Moi, je suis vraiment dans la région de la montagne et vraiment dans la région très très forestière de la petite Kabylie en 69. Et à l'âge de 5 6 ans, avec notre petite famille, mon papa a fait le choix de qu'on parte pour Alger. Voilà, comme on fait le choix de beaucoup de familles. Donc, ma jeunesse, elle va être algéroise, de 6 ans jusqu'à Mhm. 18 19 ans, elle va être algéroise. Et donc, j'ai toujours gardé ce cœur très très montagnard, très, très kabyle, très rifien en quelque sorte, et quelque chose de très algérois, de très urbain. C'est vraiment ma ville de cœur, Alger. Et pourquoi je parle de 18 19 ans? C'est l'âge auquel je vais partir pour la France pour faire mes études. Et les choix de vie et les vies font que on s'installe, on pose nos valises et on pose nos choix et on fait trajectoire et on fait vie. Et depuis ce moment-là, donc, je réside à Paris depuis la fin de mes études.
Très bien. Et la physique, alors, qu'est-ce que vous a Et les, poussé et à les- faire des études en physique? et les études, je voulais en dire un mot parce que c'est quelque chose, c'est une histoire que je relate souvent aux jeunes, aux enfants pour les encourager à faire leur choix et pour les encourager également à voir certaines expériences, pas comme un échec, mais comme une réorientation, comme une capacité d'adaptation. Pourquoi je parle de cela? Parce que la première chose à laquelle je vais m'inscrire lorsque j'ai eu le bac en Algérie, c'est l'école d'architecture d'Alger, c'est l'EPO. École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger, très très belle école et j'en garde un très beau Oui. souvenir. Et je vais y faire une année, juste une année. Et le hasard et le destin fait que je vais vouloir et pouvoir partir pour Paris pour faire complètement autre chose. Donc, cette année-là, que ce cycle d'architecture que j'ai jamais achevé, soit on le voit comme un échec et on se dit, j'ai pas fini, soit on se dit, c'est une trajectoire. Voilà, il fallait que je fasse une année Oui. d'architecture, j'en avais envie et c'était ce moment-là. Et voilà, je garde une grande tendresse pour cette filière et pour cette école. Mais quand j'arrive à Paris, j'ai toujours voulu faire des sciences exactes, des mathématiques et de la physique. Et c'est ce que je vais faire à l'Institut. On l'appelait à ce moment-là l'université Paris 7, c'est l'université de Jussieu, qui fait aujourd'hui partie du campus Mhm. Sorbonne. Et ça s'appelait à ce moment-là Sciences et structures de la matière. Donc on fait des maths et de la physique et ça va me mener jusqu'au troisième cycle de physique. Donc je vais me former à ça, mais on va le voir, on va en parler probablement ensemble. Là aussi, la vie va faire que je vais travailler dans complètement autre chose. Mais j'ai gardé j'ai été forgé par la science, par une vision scientifique des choses, par une manière, par une vision d'ingénieur que j'ai toujours, je le disais tout à l'heure, que j'ai toujours mixé avec une vision littéraire des choses, une vision poétique, une vision où les mots ont leur importance. C'est la vision la plus accomplie finalement du savoir, hein. Allier la science à l'esprit, au littéraire, à la philosophie, c'est comme l'étaient les savants d'antan. Je n'oserais la comparaison, mais j'ai cet attrait en tout cas. J'ai cet attrait et je vous donne un exemple. J'étais littéraire et j'ai fait mes études en français. La langue arabe n'avait pas pris la place qu'elle allait prendre par la suite. Pour autant, j'étais extrêmement féru de langue arabe et de l'arabe littéraire, de la poésie arabe. Et jusqu'à maintenant, voilà, je suis bercé des Diwan el-Mutanabbi, Zohair ibn Abi Sulma et des poètes que ce soit de la période anté-islamique ou des poètes abbassides ou au-delà. J'ai toujours aimé cet attrait pour la langue arabe d'abord, la langue kabyle Mhm. et berbère à laquelle je me suis intéressé également, et bien entendu le français. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de votre expérience au sein de la Fondation Islam de France. Alors, j'ai lu que vous y avez apporté justement votre savoir scientifique, mettre la science, les sciences exactes au service de la spiritualité. De quelle manière vous avez agi ou vous agissez encore, Monsieur Chertou? Alors, quand j'ai rejoint la Fondation de l'Islam de France, c'est d'abord avec un projet qui était lié en fin de compte à mon expérience dans le numérique. Parce que dans le numérique et dans l'expérience d'innovation, on y reviendra probablement, j'ai été formé, j'ai été ce qu'on appelle un transformateur. Ça veut dire que je travaillais à la transformation des organisations. Transformation Mm. des organisations, c'est réinterroger leur offre, leur positionnement, l'expression qu'elles ont vis-à-vis de la cible, vis-à-vis du marché et même le visage qu'elles tournent même vers leurs collaborateurs. Tout ce travail global, on appelle ça une transformation. J'ai rejoint la Fondation de l'Islam de France, présidée par l'islamologue Ghaleb Benchir, et travaillé à ses côtés pour transformer cette fondation, l'ouvrir davantage sur le monde économique et l'ouvrir davantage sur les nouveaux sujets, les nouvelles thématiques. Et vous en avez Mhm. parlé. Par exemple, j'ai fait tout un travail sur le lien entre l'intelligence artificielle et les spiritualités. Ça peut paraître surprenant, mais l'intelligence artificielle va impacter beaucoup, beaucoup de choses de nos vies. Il serait très curieux qu'elle n'impacte pas notre manière de penser la transcendance, notre manière pas notre manière de croire, mais notre manière de vivre cette foi. Je vais travailler sur ça. J'ai travaillé également sur les réseaux sociaux et l'impact qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui sur la jeunesse. Aujourd'hui, une grande partie de l'influence spirituelle, de l'influence religieuse vient des réseaux sociaux. Le centre de gravité, elle est sur les réseaux sociaux. Mhm. Et l'idée que j'ai essayé de pousser à l'intérieur de la fondation, c'est de dire
il pouvait être très préjudiciable de laisser cette jeunesse sans filtre, sans immunité en quelque sorte face aux réseaux sociaux. On leur apprend, donc c'est des ateliers dans lesquels on exerçait, c'est des lycéens et des collégiens, on les exerçait au discernement, à la compréhension de ce qu'ils sont en train de regarder, au fait qu'ils s'interrogent. On leur expliquait ce qu'était un algorithme et pourquoi il était Justement, intéressant oui. pour eux. C'est extrêmement intéressant. Je peux même vous donner un exemple très précis dans lequel J'aimerais bien, oui. en fait, c'est des ateliers qui se faisaient en 3 temps. Il y a la compréhension du numérique et tout ce qui est l'algorithmique. Après, on prenait un contenu qui était souvent une vidéo et on la déconstruisait ensemble. Et le troisième niveau, on demandait aux jeunes de réagir. Je vais vous donner un exemple Mhm, d'algorithmes et de réseaux sociaux très actuels. On prend un réseau actuel de nouvelle génération comme TikTok. Et on va dire, je vais dire à un jeune, tu es sur TikTok et tu regardes un certain nombre de vidéos. Tu regardes ce que tu aimes, naturellement. Tu regardes les voitures, tu aimes beaucoup les voitures et tu aimes beaucoup les voitures jaunes. Voilà, c'est juste un exemple pour étayer la démonstration. Comme tu aimes les voitures jaunes, je lui dis, tu comprends que l'algorithme va vite comprendre, entre guillemets, que mhm, tu aimes les voitures jaunes. Donc, il va t'en proposer de plus en plus, une infinité au fait. Pourquoi une mhm. infinité aujourd'hui? Parce que les visuels aujourd'hui, on peut les fabriquer. Ils ne sont même pas obligés d'exister. Avec l'intelligence artificielle, on peut Oui, fabriquer des vidéos, fabriquer. Donc, je lui dis, tu regardes de plus en plus de voitures et de plus en plus de voitures jaunes à foison et d'une manière illimitée. Tu pourrais même y passer ta vie, si j'ose dire. On pourrait presque dire que c'est pas grave si ce n'est que tu es déjà tombé dans l'addiction, qui est le premier travers des réseaux sociaux. Tu es déjà dans oui. l'addiction. Mais au fait, là, c'est beaucoup plus grave que ça. Parce qu'il y a un moment, ça s'appelle une bulle de confirmation. Il y a un moment, tu vas te mettre à croire qu'à l'extérieur, il n'y a que des voitures jaunes. Et là, ça y est, il y Oui. a rupture de discernement. On est en train de forger le Mhm, réel, on est en train de forger la conviction et on est en train de designer la vérité. Et je lui dis, là, ça y est, tu as rompu avec le réel et on a forgé ta manière de voir les choses. Vous mhm. voyez, on prend des exemples simples comme Oui, ça avec oui. les jeunes pour leur expliquer. Donc, on a fait ce travail à la Fondation de l'Islam de France. Là, comme c'était tourné sur l'islam et sur l'idéologie et sur la pensée islamique et sur le dogme, on tournait ça sur l'islam, mais ça pourrait être valable sur les autres sujets. Notre objectif, c'est quoi? C'est que les jeunes sortent de ces ateliers en se disant, oui, le discernement est important, la lecture critique est importante, et le fait de croiser les sources d'informations, de sourcer les informations, tout ça est important. Voilà, je ne veux pas m'étendre davantage, c'était pour donner un exemple de cette veine transformatrice que j'ai essayé d'initier à l'intérieur de la fondation. Mhm. Et justement, c'est le dilemme de tous, c'est pas que pour les jeunes, pour nous-mêmes, qui Absolument. sommes consommateurs de réseaux sociaux, d'Internet, pour nos recherches. Il est vrai que ça nous facilite beaucoup la tâche, Bien mais à sûr. quel moment on se dit, euh, l'on a les résultats à la carte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le monde des médias, hein, on va commencer par les médias, donc l'ancêtre de Internet, les médias classiques qui ont commencé à se spécialiser en chaîne info, chaîne météo, chaîne Oui, sport, puis dans chaîne sport, il y a chaîne foot, chaîne tennis, chaîne tout golf, à fait. etc. Donc, c'est l'infiniment précis pour répondre vraiment au goût de chacun, ce qui peut paraître très, très, très bien et Oui, une offre adaptée aux consommateurs que nous sommes. Et c'est ce que font les réseaux sociaux, les oui, algorithmes. Rappelons que tout à fait. l'inventeur de l'algorithme était un savant musulman, Khawarizmi, Absolument. n'est-ce pas? Absolument. Donc, euh, de- où se situe la barrière entre la proposition à la carte, l'addiction et le manque de discernement? À C'est, quel c'est- moment, même nous adultes, à quel moment pouvons-nous nous dire là, ça va pas? Et à ce moment-là, le dire aux jeunes aussi. D'abord, c'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Une petite précision avant de répondre à votre très bonne question, ma chère Maya, c'est j'ai Merci, oublié de merci. dire que j'ai oublié de dire que sur la fondation, l'objet principal de la fondation, et c'est important parce que vous y avez fait allusion avec algorithme, al-Khawarizmi et tous ces mots venant de l'arabe, l'algèbre, etc., c'est que le travail principal de la fondation, c'est de la valorisation du legs islamique, de legs civilisationnel islamique et son empreinte sur la civilisation occidentale, sur la civilisation humaine. Notre travail à la Fondation, c'est de dire dans le patrimoine humain, il y a une part.
une part importante qui est due à la civilisation de l'islam et à la civilisation que les arabo-musulmans, dans leur globalité, civilisation pluri-impériale qui a produit des sciences, de l'esthétique, de la civilisation des arts et de la science et de la philosophie, a versé au patrimoine humain. Donc, c'est vraiment le travail de cette fondation centrée sur la culture. Votre question est très, très bonne parce que le rapport que l'on a aujourd'hui au numérique est pluriel. D'abord, on a un rapport à la quantité. Ça veut dire que la quantité est faramineuse. Ça, déjà, ça interroge notre capacité à agir, notre capacité à choisir, notre capacité à lire. Donc, on est au-delà de nos possibilités. Il faut s'interroger sur ça. On a affaire aussi, il y a une question de quantité, de qualité également. La qualité, on a parlé de Mhm. quantité et la qualité. La qualité est importante également et elle pose de grandes questions. Je vais vous donner un autre exemple et je vais le puiser, si vous me permettez, là aussi dans les ateliers qu'on fait avec les jeunes. Et vous avez raison de dire qu'ils sont faits, ils sont adaptés aux adultes aussi, parce qu'au fait, les enseignants se joignaient à nous. Ils disaient, non, mais attendez, Ah oui. ils disaient, les échanges là, c'est intéressant et on passait de très, très bons moments. Je posais une question c'était des lycéens, pour pas les citer, c'était de lycée, ça va leur faire plaisir, c'est le lycée L'Ascension de Bondy, un lycée privé. Je leur disais, c'est quoi, je posais une question un peu piège, je l'avoue. Je disais, c'est quoi l'ennemi de la vérité? Bon, il réfléchissait, il trouvait la question un peu trop simple. Il se disait, il y a un piège, il y a forcément un loup. Bon, il disait quand même, l'ennemi de la vérité, c'est le mensonge. Je disais, oui, bien sûr, mais il faut m'en trouver un autre. J'en veux un autre. Celui-là, il est trop évident. J'ai dit, vous vous doutez bien que j'attends plus de vous. L'ennemi de la vérité, il cherchait. Je leur ai dit, ça va vous surprendre, mais c'est l'opinion. L'opinion ne fait pas Ah partie ouais. de la vérité. Aujourd'hui, beaucoup sur les médias, au lieu de vérité et de fait, on assiste à un étalage d'opinion. Ah Et, oui, on, tout à fait. Oui. et l'opinion, c'est pas grave, elle a le droit de citer, on est tous des humains, on a des opinions. Mais quand je suis face à un média qui a la charge de m'informer, je n'attends pas de lui de l'opinion. Ou alors, il doit bien me l'encadrer et me dire, là, c'est une opinion. Or, aujourd'hui, l'opinion est en train de régner. Elle devient Oui. information, elle devient même fait, en quelque sorte. Et je leur ai expliqué ça. Donc, dans ce que vous dites, la solution est assez difficile. Il faut vraiment faire preuve de distance. C'est extrêmement important, cette distance qu'on a vis-à-vis de cette source. Il faut se dire qu'il y a absolument tout et n'importe quoi, comme on le disait avant, au début d'Internet. Il faut faire preuve de distance, de discernement. Ça veut dire toujours s'interroger sur ce qu'on est en train de consommer, le mettre, le comparer et le soumettre. Par exemple, on disait dans ces ateliers, on disait toujours plusieurs sources d'informations, toujours s'interroger face à du sensationnalisme qui est souvent un piège. Toujours sourcé, ça doit être toujours sourcé, toujours réinterroger une information, sortir de ce canal et interroger l'adulte, interroger le sachant, interroger vos professeurs, vos parents, vos amis sur ce que vous avez vu sur Internet. Et cette manière d'ouvrir le spectre de ces jeunes, ça les interrogeait et ça les poussait à se dire on doit sortir de l'écran. C'est exactement Oui. que je vous réponds à votre question. Et ce que je leur ai dit à la fin, je leur ai dit, tout ça est décuplé aujourd'hui parce que va apporter l'intelligence artificielle. Tout ça va être décuplé. Nous allons vraiment rentrer dans un champ où on va même s'interroger sur la notion de vrai. Qu'est-ce qui va être vrai aujourd'hui, on va pouvoir produire du faux, si Oui. j'ose dire, ou du simili, Oui. ou des choses, ou cloner un certain nombre de concepts et de contenus d'une manière très, très facile. Donc, la question n'est pas simple. Elle n'est pas simple du tout. Je pense qu'il faut des cycles et des cycles de conférences, Tout à fait. d'interventions et d'écrits. Et peut-être que c'est un projet voilà, que je lance ici comme ça, Vous avez raison. spontanément, C'est une très bonne idée. justement pour une sorte de guide et de mode d'emploi de cela, comme vous l'avez fait pour les ruptures, par exemple. Oui. Alors, le temps ne va pas nous permettre de trop détailler les contenus de vos livres, mais peut-être en deux, trois phrases, comment réussir une rupture amoureuse, en fait, avec classe et humour. Ce serait quoi ce serait, eh ben, être cher à ceux qui sont ensemble, hein. On ne peut pas te donner d'idées, mais bon, pour ceux qui sont justement hein, dans cette situation, peut-être un conseil. Je ne sais si c'est parti de votre vécu d'ailleurs, Ne, Monsieur ne, Chertouk. ne, ne.
Alors, ça peut paraître surprenant, mais même dans ce concept de rupture, il y avait un lien avec mes influences physico-littéraires. J'étais parti d'une petite, ça faisait partie de l'introduction du livre. Je disais que une affirmation assez prétentieuse. Je disais que la rupture était plus naturelle dans l'univers que la rencontre. Et je m'expliquais. Je disais les planètes et les étoiles, elles s'éloignent les unes des autres. Elles ne se rapprochent pas. Quand nous naissons, nous nous éloignons de la maman, etc., etc. Je prenais un certain nombre. C'était un peu provocateur et c'était pour introduire la légèreté du livre. Mais derrière ça, il y avait quand même une idée sur cette idée d'un peu de séparation. Sinon, plus sérieusement sur le livre, le propos du livre, déjà, c'est un propos léger. Je voulais qu'on s'amuse un peu de cette idée. Je l'ai appelé vraiment guide amusé de la rupture amoureuse pour dire que j'aimais bien, vous allez voir, je pense que vous l'avez constaté, ma chère Maya, j'aime bien ce rapport humoristique aux choses. J'aime Oui, bien. oui, Il y a une oui, citation que j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne me souviens pas de qui elle est. Il disait il faut s'empresser de rire des choses avant d'avoir à en pleurer. oui, Et oui, oui, oui. ce rapport de légèreté aux choses, je trouve que c'est un droit, le droit de s'amuser des choses, ce qui n'interdit pas le sérieux, ce qui n'interdit pas l'analyse, ce qui n'interdit pas l'émotion, le fait d'être ému et touché par les choses, mais on a le droit de rire des choses. Et c'était une période, moi, dans ma vie où je regardais beaucoup de contenu sur le développement personnel, beaucoup de conseils conjugaux, beaucoup de choses plus ou moins sérieuses, plus ou moins fondées et plus ou moins utiles aux personnes. J'avais envie un peu de taquiner un peu ces contenus-là. Le livre est né de cette expérience. C'est une période et c'est un livre qui m'a beaucoup apporté et amusé. Mhm. C'est un peu l'image de l'auteur des hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Exactement. Hein, C'est exactement. partie de sa propre expérience. Enfin, il n'a pas voulu dire échec d'ailleurs. Il C'est n'emploie pas vrai. le mot échec du premier mariage, mais enfin, il avait synthétisé tout ce qui n'allait pas, tout ce qui, il a en fait listé tout ce qu'il aurait dû faire, tout ce que les choses auraient dû se passer pour, en fait, pour mieux les appliquer au second mariage. Et C'est je ne vrai. sais si ça a quand même marché ou pas, mais Je sais il est pas. vrai qu'en parlant de planète, on ne vient pas de la même planète. C'est vrai. Effectivement. Alors, j'aimerais qu'on passe à votre dernier livre et je pense que nos visions spectateurs pourront, grâce à Internet, retrouver du contenu sur vos précédents livres, puisque le but étant Oui. de faire connaissance avec vous et de vous écouter, vous exprimer sur différents sujets qui vous tiennent à cœur. On y reviendra tout à l'heure. Bien Alors, sûr. l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes? C'est un livre, d'ailleurs très joliment illustré par Sarah Handal, alias Berber Woman, donc qui est Tout à venue fait. prêter son crayon Absolument. à vos textes. D'abord, peut-être, euh, qu'est-ce qui a motivé, avant de parler du livre, qu'est-ce qui a motivé la naissance de ce livre et pourquoi ce titre, Monsieur Chertouk? Alors, d'abord, oui, vous l'avez dit, ce livre est fait avec Sarah Handala et alias Berber Woman, qui est une fille talentueuse, avec une vue aiguisée des choses et avec lesquelles vraiment on a construit une complicité de projet qui était vraiment intéressante, qui a été très stimulante et qui a aidé à ce que le livre émerge et se fasse très rapidement. Il s'est fait également avec le soutien du collectif DayZ. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, collectif dans lequel je suis membre bénévole au même titre, membre bénévole fondateur au même titre que Jamila Zaraoui et d'autres amis. Je parle de DZ parce que lorsque l'on a annoncé DZ et même vraiment qu'on l'a initié, on avait déjà en tête une phrase que j'utilisais dans notre communication et que j'avais proposée à Jamila Zaraoui. Elle avait beaucoup aimé et c'était cette phrase-là. C'était l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes. Ce qui me plaisait dans cette phrase, devenue slogan, devenue le titre du livre, c'est que c'est comme si on disait qu'il y avait un seul rapport possible à l'Algérie, c'était de l'aimer. D'abord de Oui, l'aimer. C'est d'abord de l'aimer. Après, on peut l'interroger, après, on peut y... Mais c'est d'abord de l'aimer. Et j'ai remarqué que c'est effectivement le premier rapport qu'on a à l'Algérie. D'abord, on l'aime. Et c'est parti de là. Et le projet est parti de là.
le deuxième, on va en parler. Le deuxième idée, c'était de travailler sur les mots. Moi, je vous l'avais dit depuis tout à l'heure, c'est un point commun dans toutes les petites choses que j'ai écrites ces dernières années. C'est un travail sur les mots. J'aime bien m'interroger sur les mots. Et il y a un moment, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire avec les mots du quotidien en Algérie. Oui. Alors, c'est un peu la tendance, juste pour rester sur le titre, l'Algérie, tu l'aimes ou tu la quittes. Euh, Ça me rappelle une autre phrase d'Albert Camus, on ne guérit jamais de l'Algérie. Oui, Alors, ça ne veut pas dire exactement la même chose, c'est mais vrai. c'est quand même très fort. Vous prendrez comment qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette expérience, Ah pardon, oui. cette phrase, qu'est-ce qu'elle vous Ah oui, inspire? oui, 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 elle m'inspire beaucoup. Vraiment, elle m'inspire beaucoup et elle nourrit. Vraiment, c'est marrant, c'est curieux que vous parliez de Camus, ça m'inspire beaucoup. Moi, ce rapport à l'Algérie, ce rapport fort, un peu pluriel, un peu dans lequel il y a de l'amour, il y a de la tension, il y a quelque chose de, de, de profondément humain. Oui, ça m'inspire beaucoup. Je me nourris vraiment de ces influences. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est l'Algérie, pour revenir au livre, l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes? Bien sûr, ça fait référence à Nicolas Sarkozy, qui avait dit un jour la France, on l'aime ou on la quitte, qui lui-même avait repris un discours d'un président américain pendant la guerre du Vietnam, America, love it or leave it. Donc, Exactement. c'est quelque chose qui est pas dans l'air du temps forcément, oui, mais de l'époque contemporaine, oui. Hein. On veut dire où on rentre dans les rangs, où on quitte. D'accord? Mais alors, vous, c'est un peu c'est comme un dictionnaire, en fait, Oui, étymologique, des mots algériens d'aujourd'hui. Certains sont, beaucoup d'ailleurs, sont empruntés à des langues étrangères, comme ballon, hein, donc oui, de oui, ballon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a dégoûtage, bien sûr, voilà. oui, Il en a d'autres. Alors, Janitou, dans la lettre D, il y en a plusieurs, mais ça, c'est une génération qui a connu Janitou ou qui ne la connaît pas. J'aimerais absolument. savoir, d'abord, ces lettres de l'alphabet, comment, par exemple, D vous a inspiré Janitou, vous a inspiré demi-vieux, demi-mâle, dégoûtage, dalle de sol, clandestin. Non, ça, c'est le C. Je Voilà. sais. Je vais au hasard au D. Comment une lettre peut vous inspirer certains mots et pas d'autres? Comment vous les avez choisis? Alors, j'avoue d'abord, et c'est une remarque qui m'a été faite, c'est un choix très, très personnel. Très personnel, parce qu'il y a des mots. Depuis que le livre est très, très récent, il est à peine sorti qu'on commence déjà à me dire tu as oublié tel mot et tel mot. Donc, je trouve Ah, ça mais intéressant. moi, il y a un mot important que vous avez, enfin, important. Je peux vous dire le Oui, mot que je m'attendais à trouver c'est lequel? dans la lettre. D'ailleurs, je ne sais pas si elle existe. Je vais regarder dans votre D'accord. sommaire. Est-ce que la lettre existe déjà? Non, non, elle n'existe pas. Vous aurez pu le placer à la lettre W. Ah, c'est quoi? C'est Wallo? Non. Ça peut être Wallah. Walou, ça peut être Wesh. Ah, wesh, oui. Ah, oui, oui. Wesh, Wesh, vous avez. Oui. Wesh, c'est très, je Si, trouve si. qu'il est Bien sûr. Bien très sûr. utilisé, qu'il est emprunté maintenant par tous, Oui, et c'est c'est vrai. C'est profondément vrai. de chez nous. Vous C'est vous quoi? avez. Qu'est-ce qu'il y a? WhatsApp, c'est ça, quoi, en fait. C'est Non, c'est quoi? vrai. Wesh, C'est devenu même un nom, c'est devenu même un wesh dans la bouche de un certains wesh. politiques. Et c'est plutôt C'est un d'un point de wesh. vue plutôt péjoratif. Mais vous Ça, avez je ne raison. savais pas. Ça, je ne le savais pas. Si, C'est si, un c'est wesh. devenu un nom. C'est devenu un wesh, oui. Et je vous assure que c'est pas un compliment dans la bouche de certains. De toute On façon, c'est à peu près du connaît même le bord wesh que. wesh. On connaît le wesh Un wesh. wesh aussi, Il y a mais le bon, wesh wesh, mais voilà. maintenant c'est un wesh. On a enlevé le deuxième wesh. Euh, et tout. Mais d'abord, vous avez raison. Et comme d'autres mots qu'on Donc, me c'est dit, juste, voilà. j'avoue que je ne l'ai pas abordé par les lettres. C'est d'abord les mots qui se sont imposés à moi et après on les Mhm. a classifiés pour vraiment pour être Ouais. transparent sur le travail. C'est plutôt les mots qui sont maintenant que je disais, oui, c'est un exercice très personnel. C'est-à-dire que c'est mon vécu. D'abord, il y a un certain nombre d'anecdotes, je pense que vous l'avez remarqué, qui émaillent un peu le contenu. Voilà ce qui explique que certains soient passés un peu inaperçus. Voilà, j'en ai déjà un certain nombre où je me dis, tiens, ça mériterait une mise à jour. Oui, voilà, bon, les hitis, les hogra, les antiques, les flixi, donc au-delà des mots, c'est aussi des comportements, des modes de consommation. Oui,
des modes de consommation, comme on l'a dit, d'Aldesol, ADL, bien entendu, c'est dans toutes les bouches. ADL, c'est un projet de vie, projet pour Exactement. tous, quoi. C'est en même temps un, une manière de s'accomplir, de se projeter, de Oui, s'établir, tout à fait. de se, Tout à voilà, voilà. Smegra, bien sûr, il fallait fait. bien la placer, celle-là. Selecto, bien sûr, un peu de gazeuse, un peu de Selecto, vous Un l'avez peu de placé, sélection. tout à fait d'actualité. Sauce maison, alors là, sauce maison, c'est quoi la sauce maison finalement? Finalement, c'est une que la sauce maison, c'est y a un secret de sauce maison. Moi, j'aime beaucoup ces mots devenus concepts. C'est vrai que la Oui, sauce maison, pour moi, en Algérie, aujourd'hui, c'est un concept. C'est même plus une sauce. C'est un concept. On oui, ne sait pas trop ce qu'il y oui, avait. Et donc, j'ai fait une espèce d'exercice un peu où j'ai libéré l'absurde, si j'ose dire. C'est-à-dire que je suis parti sur la sauce maison, sur ce qu'il y a à l'intérieur de sauce maison. Et je crois que c'est le mot dans lequel je me suis un peu lâché avec, avec cette personne à qui on demande ce rapport d'où viennent les humains et l'homme de Néandertal. exact. Et avec cette réponse très, moi que j'ai décrit dans le livre comme étant algérienne, j'ai dit non, non, on descend d'aucun singe. Par contre, on peut y remonter pour lui dire ce qu'on pense. Voilà, je suis parti un peu sur. Même chose pour la vulcanisation, où j'ai imaginé que pour les puristes de Spock et de Star Trek, pour ceux qui Oui, s'en souviennent, Spock vient de la planète Vulcain. Donc j'avais imaginé que c'était la famille de Spock qui s'était installée en Algérie qui avait lancé la vulcanisation. Voilà, c'est la part d'absurde, d'imaginaire léger pour dire que il y a une grande, un des compliments qu'on m'a fait, pas à ma modeste personne, aux Algériens, je le reçois pour moi parce que on me l'a dit à moi, mais c'est une personne, c'est quelqu'un c'est un Français de souche, comme on dit, je déteste ce mot, qui n'a aucune origine algérienne et qui a été amené ça fait des années qu'il voulait visiter l'Algérie. L'année dernière, il y est allé. Je l'ai rencontré chez DZ. Il a eu des mots très touchants sur la créativité des Algériens. Il m'a dit, c'est fou à quel point les Algériens sont créatifs. Il m'a dit, créatifs mhm, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, dans leur manière de gérer le quotidien et de trouver des solutions. Et je trouvais que c'était très vrai. Hein, ouais, on est des gens créatifs. Les Algériens sont créatifs. Ils ouais. inventent le réel, ils l'améliorent, ils le subliment. C'était pour moi une sorte d'hommage à ça que de laisser cet imaginaire travailler dans ces chroniques autour de certains mots et de mêler deux choses. Il y a des anecdotes qui sont des anecdotes de vie, qui sont réelles. Il y en Comme a quelques... Haraga, par exemple, c'est quelque chose qui est emprunté au vécu, au fait que Exactement. les clandestins, Exactement. donc les émigrés clandestins, brûlent leurs Tout à faux fait. papiers, faux passeports. Voilà, ça peut être ça, ça peut être griller en fait quelque chose, donc Tout à fait. transgresser. Mais il y a aussi, on apprend aussi. Bon, on s'amuse, on sourit lorsqu'on parcourt votre livre et les planches de Sarah, mais aussi on découvre ce qu'est l'architecture néo-mauresque avec Oui, le célèbre bâtiment de la Grande Poste, par exactement. exemple. Et là, c'est vraiment la petite minute histoire qui est là. C'est pour cela que moi, c'est un livre que je recommande en tout cas beaucoup à nos visiospectateurs pour leur propre culture, connaissance générale, et puis surtout pour leurs enfants, les enfants issus de l'immigration, qui sont vraiment avides de ce genre de connaissances et Oui, d'étymologie et d'origine des mots. oui. Voilà, puisque c'est culturel. Alors, une question par rapport au vocabulaire que vous choisissez. Euh, si on dit par exemple znagra, si on dit, je ne sais pas moi, d'autres mots typiques qui se dit chez nous, et, faut-il en rire en fait? En fait, ma question va dans le sens où ces mots existent depuis quand même pas mal de temps, Oui, même s'il y en a qui sont récents, il y en a qui sont un peu plus anciens. oui. Faut-il en rire? C'est vrai on les prononce, on les voit avec beaucoup d'humour, mais en fait, on voit que les gens les utilisent le plus normalement du monde. C'est entrer dans le langage courant. Faut-il continuer à en rire, Smaïn Chertou? Moi, moi, je pense que un grammairien qui m'a dit cette phrase, je la trouvais très vraie. Il m'a dit le plus bel hommage qu'on puisse rendre à la langue, aux mots, c'est de les utiliser.
Et moi, au fait, je voulais les exhiber, je voulais en parler. Mm. Cet attrait, ce mode de légèreté que j'ai utilisé, c'est pour créer cet agrément de lecture. C'est pour pas être donneur de leçons. C'est pour pas dire voilà les mots, voilà ce qu'il faut savoir. Je voulais m'en amuser. Mais au fait, moi, c'est un égard que j'ai pour ces mots, pour ces usages, pour ces gens, pour nous, pour les personnes de la rue algérienne qui utilisent ces mots, qui avec ces mots qualifient leur vie, inventent leur vie, en rient eux-mêmes ou prennent de Oui, la distance. Parfois, on est porteur de beaucoup de dérision en Algérie. On a une grande dérision sur notre quotidien. On a une grande philosophie. Les Algériens sont très, très philosophes. Ils ont une oui, oui, manière de qualifier leur quotidien, de lui faire, de l'obliger presque à s'alléger pour qu'il soit vivable, que je trouve extrêmement touchante. Donc pour moi, la première chose, c'était un hommage à ces mots inventés, parce qu'on invente le réel et on invente Mm. les mots. Ça, c'est la première chose. Donc la légèreté, c'est vraiment un artifice de balade, si j'ose dire. C'est une manière de se balader à l'intérieur de ces mots. L'autre chose, si vous me le permettez, et vous l'avez dit, c'est très important, c'est que ces chroniques sont traversées par ce que moi j'ai appelé des tableaux. Ça veut dire je mets en avant des choses algériennes ou des personnalités ou des lieux. Ça me tenait beaucoup, beaucoup à cœur. Vraiment, de Mhm. dire, voilà, on se balade à l'intérieur des mots et des mots algériens et avec une certaine légèreté, une certaine imagination. Mais à chaque fois, entre deux mots, je plaçais quelque chose, un vestige, un personnage. Je vais vous donner un Oui. exemple. Quand je me suis amusé avec Shema, Mm. dans le mot Shema, Rafa'a, et cette manière qu'on avait au lycée Mm. de Rafa'a, de jeter ça au plafond, etc. Et comme je parlais d'espace dans cette manière de la... Juste derrière, je vais parler de Monsieur Mlikchi, qui est à la Oui. NASA et qui est un produit de l'école Physicien, algérienne. bah De oui, l'école que nous algérienne. avons reçu dans Diasporama Exactement. également, Et qui est que vous avez magnifique, reçu. ouais. Et d'autres excellences ou des lieux, certains sont bien connus, d'autres beaucoup moins. Les gens, le canyon de Roufi, les gens ne le connaissent pas. Le marathonien qui était Oui, champion Bouguera olympique. Louafi, oui, La Louafi, vous le connaissez, il n'est pas connu, et d'autres, et d'autres, et d'autres, ou le dramaturge Mouhia. Donc, ces tableaux me tenaient à cœur, et dans cette balade à l'intérieur des tableaux, j'avais à cœur aussi d'inviter les régions, d'inviter différentes algérianités, qu'on retrouve le oui. sud, qu'on retrouve les grandes villes, qu'on retrouve l'arrière-pays, qu'on retrouve la Kabylie, qu'on retrouve un certain nombre de choses. J'avais vraiment, je dis pas que c'est d'une symétrie parfaite, mais c'était fait avec le cœur et avec Sarah, on avait cette phrase de dire c'est fait par amour et par humour de l'Algérie. On jouait beaucoup avec ça. Et vous l'avez dit, Maya, et Mm. merci beaucoup. Les illustrations de Sarah ont vraiment rehaussé le contenu. Elles donnent vraiment une deuxième lecture aux choses avec un sourire, une émotion, une mise en avant et on a eu une grande, grande complicité dans la manière dont le contenu a été travaillé. Si vous connaissez un Algérien, rien ne peut vous arriver. Et si vous connaissez un Algérien, tout peut vous arriver. Ça résume tout, c'est ce que vous dites au début du livre, Smaïn Chertouk. Exactement. Voilà, Cette phrase a beaucoup fait rire autour de moi, donc je l'ai gardée. parfait. Alors, l'émission touche bientôt à sa fin, mais j'aimerais, et toujours pour rebondir autour de votre titre, l'Algérie, on l'aime ou on la kiffe, on la kiffe bien entendu, en ce qui nous concerne, puisque toutes nos préoccupations et notre énergie est vouée à notre Algérie. Et Oui, j'espère que cela se sent, en tout cas nos visio-spectateurs nous le rendent bien. Euh, pour reprendre un titre qui ressemble un peu au vôtre, mais qui veut dire totalement autre chose en parlant de la France, tu l'aimes ou mais tu la quittes. La mais tu l'as. France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Donc c'est ce livre qui est le résultat d'une enquête de trois universitaires français Oui, à Lille et qui ont constaté au fil des années un départ de plus en plus important de leurs étudiants musulmans, on va dire les choses comme ça, vers des pays, vers à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui a commencé à les préoccuper, à en parler, etc. Et en découle cette enquête qui a été l'objet d'un livre. Euh,
Bien entendu, ne pas entrer dans le contenu du livre, qui est très intéressant d'ailleurs, Oui, oui, et qui relève dans sa majorité les motivations de départ de ces musulmans de France, souvent des cadres surdiplômés, des gens oui, donc de très haut niveau, et qui émigrent, et comme ils le disent, non pas vers leur pays d'origine forcément, mais vers d'autres pays, des pays anglophones, pour fuir ce climat d'islamophobie de oui. plus en plus pesant en France. Alors, quel est votre avis, vous, sur ce phénomène et sur ce climat d'islamophobie? Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous partagez? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Chertouk? Alors d'abord je vis en France et vous l'avez dit, vous avez la gentillesse d'en parler au début. J'ai ces projets avec la Fondation de l'Islam de France, donc on est vraiment à un endroit privilégié pour regarder ces aspects-là. Et il y a réellement un sujet. Cette étude éclaire un sujet qui était là, que nous avons évoqué, que d'autres ont évoqué. Ce travail universitaire a eu l'avantage vraiment d'exhiber ce sujet parce qu'il est réel. Il est réel. Mhm, Il y a un sujet en France. La discrimination est réelle. La discrimination est réelle. Elle touche des personnes, discrimination dans le travail, pour les études, pour le logement. Et ça touche les personnes dans leur chair. Et ne faut pas être dans le déni. Il faut regarder les sujets en face et les traiter. Je vais même aller plus loin. On assiste en France à l'islamophobie est devenue le nouveau racisme décomplexé. Là où mhm, le racisme d'abord tombe sous le coup de la loi, premièrement, et puis il a un côté un peu daté, un peu poussiéreux, aujourd'hui, pour certains, il est presque de bon ton d'être islamophobe. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez des intellectuels, pardonnez les guillemets, mais je vais les mettre, en tout cas mhm, en tout cas des gens qui parlent, qui prennent opinion et dont les noms sont connus, qui disent, qui revendiquent le droit à l'islamophobie. Pourquoi? Parce qu'ils vont inscrire ça dans la peur de cette religion et dans la méfiance et pas dans la haine des musulmans. Or, on le sait tous que les deux sont en train de converger. C'est en train de devenir le nouveau racisme décomplexé. C'est très, très préoccupant. Nous, on était très contents que ce travail sorte, que le sujet sorte. Maintenant, il faut travailler sur ces aspects de plusieurs manières. D'abord, il faut dénoncer ces discriminations, les pointer et aider les personnes. C'est ce qu'on essaie de faire un certain nombre d'associatifs pour aider les personnes à trouver des stages, aider les personnes à trouver des emplois et éclairer les sujets quand ils existent. De l'autre mhm. côté, c'est le travail fait par la Fondation, c'est veiller à ce que l'islam soit mieux connu, l'islam civilisationnel, l'islam comme corpus de valeurs, l'islam comme religion de paix, et tout ce que cela charrie, il faut que ça soit mieux connu. Pourquoi? Pour que ça ne serve pas de carburant aux vendeurs de haine et aux personnes qui prônent cette guerre des civilisations. Vous savez, je veux raconter une petite anecdote si le temps le permet. Euh, Oui, oui, oui. on a promu, on a été partenaire à la Fondation de l'Islam de France d'une grande exposition qui s'appelle Art de l'Islam. C'est une exposition importante qui a duré pendant des mois et qui était dans 18 villes en même temps en France. Et ça célébrait des objets d'art islamique qui étaient exposés. Et c'était en partenariat avec le Louvre et avec la Réunion des musées nationaux sous Mhm, le patronage de Jean Castex, donc du Premier ministre. Donc on parle d'un projet oui, important. Il y a eu une chronique extrêmement sévère et virulente sur une chaîne d'information importante en France, que je pense que tout le monde va savoir laquelle, qui parlait de cette exposition comme une ode aux cultures étrangères. Aux cultures étrangères. Et nous, on a répondu à la Fondation de l'Islam de France, on a répondu, on a dit que l'islam n'était pas une culture étrangère, ça faisait partie de l'histoire de France et ça fait partie de la France d'aujourd'hui. L'islam et les musulmans font partie de l'histoire de France. Et on a aussi repris la journaliste sur son professionnalisme. On lui a dit, vous auriez dû vous informer parce que tous les objets exposés sont des objets qui appartiennent aux musées français, aux musées régionaux et même aux collections privées françaises. Ça montre oui, très bien. Et il y a un objet extrêmement important au cœur de cette exposition, et j'en finis avec ça, c'est le baptistère de Saint-Louis. C'est le récipient dans lequel ont été baptisés des rois de France. Ce récipient,
il y a des lettres arabes dessus, c'est un objet d'art islamique. Donc l'objet qui a servi à baptiser des rois de France est un objet d'art islamique. Ça répondait très très bien aux ceux qui disaient que l'islam est étranger. Donc l'islam et les musulmans ont leur place en Europe et en France. Ils participent au développement et à la richesse de ce pays. Donc il faut dénoncer à tort et à travers, enfin dénoncer infiniment ces discriminations qui malheureusement existent et malheureusement ces départs sont réels. Très bien. Alors, merci en tout cas pour cette analyse. Monsieur Chertouk, je sais que c'est une thématique qui vous tient à cœur. Vous l'avez maintes fois développée, que ce soit dans la presse ou à Oui. l'occasion des rencontres du collectif des aides. Nous allons passer à la toute dernière partie de l'émission. C'est un peu de notre questionnaire de Proust. On va essayer de vous connaître rapidement selon vos goûts en cinéma, musique, littérature. Alors, dites-nous ce que vous aimez comme type de film, par exemple, si Oh, vous moi, êtes plutôt film ou série. j'aime beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup de choses. J'aime la poésie, j'aime les écritures un peu légères. Je lis également des romans, je lis en arabe et en français et en kabyle. Ici, il faut citer pêle-mêle et des choses un peu universelles. Oh, je vais citer, je sais pas, au cinéma, j'aime beaucoup Big Fish, j'en parlais aujourd'hui, de Tim Burton. C'est un film que j'aime beaucoup. En livre, je sais pas, livre, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle, parce qu'il allie, il me représente bien, il allie philosophie et légèreté, ça s'appelle Platon et son ornithorynque entrent dans un bar. Voyez, rien que le nitramine, c'est un livre qui promeut les concepts philosophiques d'un point de vue humoristique. Il y a même, j'aime la BD, j'aime les dessins animés, enfin voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'aime beaucoup de choses. En musique, alors, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Alors en musique, je disais en musique, je reste, même si j'écoute beaucoup de choses, du jazz et d'autres choses, mais je reste très très centré, algérien centrique sur la musique. J'écoute beaucoup de Chabi. Moi, je suis resté très Chabi. Le Chabi ancien, enfin ancien. Je suis par exemple un fan éternel de Amr Zahi. Moi, j'écoute Amr Zahi. Mais également de la musique kabyle. J'ai parlé dans le livre de Issa Djarmouni, pas par hasard, Oui, tout à fait, oui. parce que je suis je garde une grande admiration, tendresse pour ces voix d'un autre temps. Et Djarmouni, c'est très représentatif. On oublie que c'est le Mm. premier Algérien à faire l'Olympia. C'est une voix singulière, c'est une espèce de cri très particulier. Donc, oui, j'aime beaucoup la musique kabyle également. Je disais Chabé et des musiques un peu plus différentes oui, comme le jazz. Voilà. Oui. En fait, faut peut-être que j'arrête de poser cette question parce que je Pourquoi? me rends compte que ben, ça fait anti-éclectisme. C'est comme si on allait dire, bah, j'écoute que le jazz, par exemple, ou j'écoute que le shabi. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, parce que au fil du Je temps, sais pas. finalement, toutes les réponses, voilà, il y a des moments pour le shabi, il y a des moments pour Oui, bien sûr. le jazz, il y a des moments pour le rap, voilà, certains, voilà, ou la musique classique. Donc, effectivement, Exactement. ce serait trop réducteur de n'écouter qu'un genre de musique. Ça serait dommage. Voilà, ou de ne regarder qu'un type de film C'est vrai. ou de lire qu'un genre de livre. C'est assez réducteur, à mon avis, je m'en rends compte. Voilà. Et puis pour terminer, la dernière question de Diasporama Smaïn Chertou, c'est de vous rappeler le jour où vous avez quitté l'Algérie pour la France, pour étudier. Vous devez vous souvenir de ce jour. Oui. Euh, Est-ce qu'il y avait un objet particulier ou un souvenir particulier que vous aviez emporté avec vous et qui était cher à vos yeux et à votre cœur, Smaïn Un Chertouf? souvenir ou un objet? Ce que vous voulez. Ça peut être un objet matériel, un souvenir immatériel. Non, moi, c'est un, non, non, c'est un souvenir. C'est un souvenir parce que c'est un souvenir. C'est un endroit à Alger,
face au port. Je pense que ça n'a rien d'original, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de personnes. On était avec quelques amis, on passait un temps fou à Alger à regarder les bateaux. À regarder les bateaux, juste ça, les bateaux. En plus, c'était des bateaux de marchandises très très souvent. On disait tout le temps Babor Australie. C'était des bateaux de marchandises, c'était souvent des cargos. Et avec un ami qui s'appelle Aïssa, que j'ai perdu de vue depuis, on regardait ces bateaux, on regardait ces bateaux. Et je pars pour la France. Le hasard fait que je vais partir et lui, il pourra pas. Je lui disais juste dans quelque chose que j'avais écrit, je lui dis, Aïssa, je suis désolé, on pourra plus regarder les bateaux ensemble. Voilà, ça m'était resté. Voilà, j'allais vers cette eau-là que je regardais, que je chérissais, que je désirais à ce moment-là, parce que moi, je suis parti par désir du monde, par désir de faire plus, de rajouter des choses à mon algérianité, pas pour la fuir et pas pour partir de l'Algérie. Je reste, et je pense que le livre le rappelle, je suis extrêmement attaché attaché à l'Algérie. Je dis tout le temps à l'intérieur de Dizaine, je leur dis, vous savez, il y a des pays qu'on habite, et il y a d'autres qui nous habitent. Et l'Algérie nous habite. Donc, mais j'avais cette envie, cette soif du monde. Mais comme si je lui disais ce moment dans lequel on disait tout, mais ce moment en lui-même, j'allais le perdre. Et je lui disais à cet ami, voilà, on ne pourra plus regarder les bateaux ensemble. Et effectivement, on les a plus jamais regardés ensemble. C'est un Oui, souvenir de départ. oui. Merci Smaïn Chertouk pour ce partage d'émotions, ce partage d'idées, cet échange d'idées. Votre livre sortira très bientôt, au mois Oui, d'octobre. Mhm. oui, il est Voilà, sorti. donc alors il est sorti, donc on pourra se le procurer dans les librairies, Pour en l'instant en ligne. ligne, pour l'instant en ligne et lors des D'accord, événements dédicaces. Voilà, il y en a. Le premier événement, c'est le 2 octobre. parfait. Merci, Smaïn Chertouk. Je rappelle l'Algérie, tu l'aimes ou tu la kiffes, avec les dessins de Sarah Handala, donc édité par le collectif DayZ. Bon, merci d'avoir été avec nous Merci à beaucoup. partir de Merci, ma chère Lydie. Paris. Et merci à nos amis visio-spectateurs d'avoir été avec nous pour cette rentrée très algérienne, comme d'habitude, où qu'on soit. Voilà. Vous pouvez revoir cet entretien, bien sûr, sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la page Facebook et la chaîne YouTube, bien entendu. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.